What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du WoW du 6 décembre 2021. Et franchement je ne vous cache pas, vu la preview que la WWE nous ont fait pour cet épisode de WoW, j'étais vraiment hypé pour cet épisode. Donc est-ce que cet épisode de WoW a été très bon selon vous? On va voir ça tout au long de cette vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc je commence par l'un des matchs qui nous a été annoncé lors de cette preview de WoW. On commence directement par un match en cage entre le champion de la WWE Biggie contre l'un de ses challengers, Kevin Owens. Bien sûr, je tiens à vous rappeler que lors du prochain pay-per-view Day One qui se tiendra donc en 2022, le champion de la WWE Biggie fera face effectivement à Kevin Owens, mais également à Seth Rollins. Bon, très clairement, on a un avant-goût de Day One, et franchement, c'est un très bon opener, c'est un superbe match, où vraiment les deux catcheurs se donnent à fond, et la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que l'ombre de Seth Rollins plane sur ce match? Et donc à noter que durant le match, on a Seth Rollins qui intervient en fermant littéralement la porte à la tronche de Biggie. Bien sûr, je tiens quand même à vous rappeler que dans les matchs en cage, les seuls moyens de remporter le match est soit par tomber, soit soumission dans le ring, ou en sortant de la cage, soit en passant par la porte, ou en escaladant et en passant par-dessus la cage. Donc voilà, Seth Rollins est intervenu dans le match, et donc ça continue entre Kevin Owens et Biggie, et ce match se termine par une victoire de Biggie, mais à la surprise générale, pas par tomber ou par soumission, mais il est sorti de la cage. Et après ça, bien sûr, on a Seth Rollins qui intervient et qui se met à taper Biggie, mais Biggie est beaucoup trop fort et il parvient donc à se libérer et à démonter à son tour Seth Rollins. Et il y a un truc que j'ai pas du tout compris, on est parti à la pub aux États-Unis et après la pub, on voit Biggie, Seth Rollins et Kevin Owens qui sont out, donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et les commentateurs nous ont refait un résumé de ce qui s'est passé en nous montrant que c'est Bobby Lashley qui a attaqué donc les trois catcheurs. Donc on sait pas pourquoi WWE a décidé de nous mettre ce spot-là en plein milieu de la pub américaine, ce qui je trouve extrêmement con. Et surtout d'un autre côté, Biggie et après ça, un peu plus tard dans la soirée, on a une interview bien sûr de Bobby Lashley et d'MVP sur cette attaque quand même, parce qu'on se dit merde, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Bobby Lashley s'est mis à attaquer Biggie, Seth Rollins et Kevin Owens. Donc après ça, Bobby Lashley il explique tout simplement, c'est une affaire d'injustice, bref. Donc on voit très clairement que Bobby Lashley a le titre de la WWE dans son collimateur. Donc est-ce que WWE va nous lancer un Fatal 4-Way pour Day One en rajoutant Bobby Lashley dans ce match? Très clairement ça peut être intéressant, mais pour moi j'ai envie de rester sur le triple menace, parce que je trouverais ça un peu con de la part de la WWE de nous mettre tellement de hype, de construction autour de Biggie, Kevin Owens et de Seth Rollins, si derrière tu nous rajoutes Bobby Lashley. Sachant qu'en plus on voit vraiment un Kevin Owens qui vraiment nous dit qu'il lui reste que 25 jours à la WWE pour devenir champion de la WWE. Donc il dit très clairement que dans 25 jours son contrat avec la WWE arrive à expiration. Donc on n'a aucune information si Kevin Owens va re-signer à la WWE prochainement. Donc ça rajoute un peu plus de hype autour de ce match. Donc pour moi personnellement, mettre Bobby Lashley dans ce match ne m'intéresse absolument pas. Donc s'il vous plaît WWE, essayer le triple menace sera la meilleure solution. Et donc maintenant, on passe à un des meilleurs matchs de la soirée au plus mauvais de la soirée, le flop total clairement de la soirée. Nous avons d'un côté la reine Zelina Vega et à moitié des championnes par équipe de la WWE face à la super héroïne de The War, j'ai nommé Nikki ASH. Donc à noter que le match n'a pas duré très longtemps et c'est une victoire très clean de la part de Queen Vega, et malheureusement Nikki ASH n'est pas restée forte, et on voit d'un côté un partenaire de Nikki ASH qui est Ouya Whippé, qui commence un petit peu à se lasser, à en avoir un petit peu ras-le-bol de Nikki ASH.
Donc elle se dit peut-être ce serait peut-être pas le moment de séparer les deux équipes. Donc elle se dit est-ce que c'est peut-être pas le moment de se séparer parce que très clairement Nikki ASH me gêne dans ma progression pour le titre féminin de WoW. Et après ça, on a un petit segment backstage où vraiment Nikki ASH n'est pas du tout respectée parce que Rhea Ripley tente de la réconforter en lui disant voilà bon c'est pas grave, on les aura la prochaine fois. Et là, une fan va lui demander un autographe, sauf que l'autographe n'est pas celui de Nikki ASH, c'est ni plus ni moins que du Hall of Famer Jewel the King Lawler. Et donc après ça, Nikki ASH elle est dégoûtée, elle se barre en laissant Rhea Ripley en plan. Donc est-ce que WWE va lancer la séparation entre les deux catcheuses pour vraiment avoir par exemple Rhea Ripley qui peut avoir des vues sur le titre féminin de WoW de Becky Lynch. Que pour moi, très clairement, Rhea Ripley n'a pas du tout sa place dans la division tag team féminine. Pour moi, elle doit aller dans la division solo et aller taper Becky Lynch. Je le dis honnêtement. Et d'ailleurs, restez connectés, car vous êtes nombreux à me demander mes prochains top 5 pour 2021. Donc rassurez-vous, c'est en préparation. Et un top de 2021 qui va bientôt sortir, ce sont les flops des catcheurs et catcheuses de 2021. Donc est-ce que Rhea Ripley fera partie de ce classement? Il va falloir attendre la vidéo pour avoir la réponse à cette question. Et là maintenant, on va passer à un nouveau match qu'on voit régulièrement du côté de WoW. Nous avons d'un côté les Street Profits contre Omos et AJ Styles. Mais cette fois-ci, l'enjeu est différent. Car en effet, nous avons les champions par équipe de WoW RK-Bro, donc Riddle et Randy Orton, qui ont décidé d'organiser un tournoi pour élire leur prochain challenger, qui est ni plus ni moins que RK-Bro Tournament. Et bien sûr, on apprend un peu plus tard que ce n'est pas Randy Orton qui a créé ce tournoi, c'est ni plus ni moins que Riddle. Et Riddle a insisté auprès de Randy Orton de mettre une veste de commentateur pour pouvoir commenter ce fameux tournoi pour élire leur challenger. Donc ok, on a des matchs assez répétitifs, mais d'un côté, vu qu'il y a de l'enjeu, ça rajoute peut-être un peu de punch. Donc on va passer au match. Donc, très clairement, c'est ce qu'on voit depuis pas mal de temps entre Omos, AJ Styles et les Street Profits. Mais à noter que durant le match, nous avons Omos qui a pris sa première décision à la WWE sans demander l'avis d'AJ Styles, c'est-à-dire qu'il a fait un hot tag. Sauf que malheureusement, la décision d'Omos était la mauvaise. Car après ça, Omos est donc devenu l'homme égal et il s'est confronté à Angelo Dawkins à l'extérieur du ring, alors qu'Angelo Dawkins n'était pas l'homme égal pour les Street Profits. Donc de ce fait, Omos s'est fait décompter à l'extérieur et Angelo Dawkins et Montez Ford accèdent donc au prochain tour de ce fameux tournoi pour élire les challenger numéro 1 au titre de RK-Bro. Et après ça, nous avons AJ Styles qui commence à remuer les bretelles de la part d'Omos en lui disant très clairement la prochaine fois, fais pas de telle décision. Donc en gros, AJ Styles il est un peu en train d'engueuler Omos, mais vraiment à un niveau très très bas. C'est même pas il est en train de lui faire un sermon, non, il lui donne juste des conseils pour lui dire voilà, la prochaine fois fais pas cette erreur. Sauf que Omos, pour lui il voit pas ça du même œil et il décide tout simplement de se barrer. Donc est-ce qu'on est en train de voir la séparation entre Omos et AJ Styles? Donc peut-être que Omos constate que depuis un moment, AJ Styles est le maillon faible de cette équipe et que du fait que voilà, il a quand même remporté la bataille royale lors des Survivor Series, est-ce que ce serait pas le moment pour Omos de quitter les jupons d'AJ Styles et de voler de ses propres ailes à la WWE? Dites-moi dans les commentaires, je suis curieux de connaître votre réponse. Et donc maintenant, on va passer au segment Open Challenge pour le titre des États-Unis. Parce que oui, à la différence du champion intercontinental Shinsuke Nakamura du côté de SmackDown, et le champion des États-Unis du côté de Raw, Damian Priest, défend son titre des États-Unis plus régulièrement que le champion intercontinental. La question qu'on peut se poser, c'est qui va toquer à la porte du champion des États-Unis? Donc là, on fait la pub, retour de pub, et nous savons que c'est Robert Wood qui a répondu à l'Open Challenge de Damian Priest pour le titre US. Et très clairement, le match, j'ai adoré, ça fait du bien de voir Robert Wood dans un match en solo, parce que c'est vrai qu'on a plus souvent vu Robert Wood ces derniers temps en match tag team avec Dolph Ziggler. D'ailleurs, Dolph Ziggler accompagne son pote durant le match. Et donc le match super, très très clean,
qui se concrétise donc par une victoire du champion des États-Unis, Damien Priest. Mais après cette victoire de Damien Priest, nous avons Dolph Ziggler qui porte un super kick à Damien Priest. Donc, très clairement, WWE nous tease tout simplement un match dans le futur entre Dolph Ziggler et Damien Priest, pourquoi pas, pour le titre de champion des États-Unis. Donc, très clairement, WWE, foncez, je veux voir Dolph Ziggler affronter Damien Priest pour le titre de champion des États-Unis, et peut-être, pourquoi pas, la semaine prochaine, lors du prochain épisode de Raw, ou peut-être, pourquoi pas, pour Day One. Parce que très clairement, on a un champion des États-Unis combatif, donc faut lui donner des matchs, et voilà, varier des challengers, c'est assez sympa, et ça permet vraiment de donner un règne intéressant au champion des États-Unis. Après, c'est vrai que ce serait génial que le champion des États-Unis ait une rivalité fixe, mais vu que pour le moment, le seul qui peut lui proposer une rivalité fixe, c'est ni plus ni moins qu'Apollo Crews, je pense que je vais opter pour les Open Challenge de Damien Priest qui sont largement plus intéressants. Et maintenant, on va passer à une des rivalités qui a démarré depuis quelques semaines dans la division féminine du côté de Raw. Nous avons Bianca Belair contre Doudrop. Et à noter que durant l'entrée de Bianca Belair, Doudrop a attaqué cette dernière. Donc de ce fait, Bianca Belair est affaiblie suite à l'attaque de Doudrop. Et pour être honnête, franchement, j'ai adoré ce match, car à la différence des attaques précédentes où voilà, les catcheurs qui ont attaqué les autres catcheurs ne profitent pas de cet avantage, et bah cet avantage de Doudrop sur Bianca Belair se fait ressentir, car on voit vraiment que Bianca Belair, bien qu'elle soit construite très très forte depuis ce début d'année 2021, et bah elle a du mal face à Doudrop. Parce que déjà physiquement Doudrop c'est quand même un monstre, et en plus elle a attaqué Bianca Belair, donc Bianca Belair est affaiblie, ce qui représente ce challenge encore plus important. Et on le voit très clairement durant le match, Bianca Belair a voulu porter son KOD pour le compte de 3, mais on voit que Bianca Belair a du mal, et Doudrop donc parvient à s'échapper. Et là, je sais pas ce que vous nous avez fait WWE, mais quelle fin de merde. Car après cette échappée du KOD, eh ben on a Doudrop qui a décidé tout simplement de se barrer, de se faire décompter à l'extérieur. Donc, très clairement, je comprends pas WWE, pourquoi vous nous avez fait ça. Après, j'espère sincèrement que vous allez nous donner une bonne explication et que cette rivalité entre Doudrop et Bianca Belair ne va pas se terminer avec ce finish de merde. Donc franchement WWE, donnez-nous des explications lors du prochain épisode de Raw. Et maintenant les catch addicts, on va passer au talk show le plus impressionnant de l'histoire de la WWE. J'ai nommé Miz TV. Donc on se retrouve avec notre commentateur préféré du Miz TV, j'ai nommé le Miz en personne. Et donc ce dernier va nous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière, car en effet, le Miz a fait son retour avec sa femme Maryse en même temps que la superstar classée X, j'ai nommé Edge. Et donc le Miz va revenir sur les propos de Edge d'Edge par rapport à ce dernier la semaine dernière, en disant très clairement que le Miz a choqué tout le monde, que en 2006 tout le monde pensait qu'il n'allait jamais réussir à la WWE, et que quand on voit maintenant, eh bah, il a quand même réussi sa carrière à la WWE. Et donc, suite à cela, le Miz demande à Edge de venir, et nous avons une confrontation entre les deux catcheurs. Et là, vraiment, on a un récapitulatif de ce qui s'est passé dans la carrière de The Miz, en disant très clairement que c'est bien, Edge, de me complimenter maintenant, de m'aider à m'élever, sauf que le problème c'est que là je suis déjà au sommet et malheureusement ton aide arrive un peu tard, car le Miz va rappeler que bien sûr ce dernier provient de la télé-réalité, donc il y a eu des débuts à la WWE extrêmement difficiles, que ce soit dans le ring ou en coulisses avec les autres catcheurs, notamment le fait qu'il a été banni des vestiaires pendant pas mal de temps. Bon, pour ceux qui veulent connaître l'histoire, notre cher ami Ali de Catchcom nous a fait plusieurs vidéos par rapport à ça sur les différents catcheurs expulsés des vestiaires de la WWE, dont je vous mettrai le lien en description. Et donc le Miz rappelle que c'était à ce moment-là que Edge aurait dû aider, c'est là où il aurait eu besoin de l'aide des différents catcheurs pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et donc après ça, le Miz va commencer à critiquer Edge et il va finir par un challenge
lors du pay-per-view Day One. Et donc bien sûr, Edge accepte ce challenge et donc on aura le Miz contre Edge lors du prochain pay-per-view de la WWE qui est Day One. Pour moi, très clairement, ça va être une rivalité qui va durer pendant un bon moment, je pense. Car si vous n'avez pas suivi NXT, nous avons eu un membre de l'équipe des commentateurs qui a arrêté d'être présente lors des prochains épisodes de NXT 2.0. Et cette personne, c'est ni plus ni moins que Beth Phoenix, qui est la femme d'Edge. Donc on peut imaginer, lors du pay-per-view Day One, avoir pourquoi pas Maryse qui nous fasse comme il y a de cela quelques années avec Daniel Bryan, intervenir dans le match et ainsi faire un nouveau match, pourquoi pas au Royal Rumble, avec un match mixte avec Edge et Beth Phoenix contre le Miz et Maryse. Ce serait pas la première fois que WWE nous fasse ce coup-là avec notamment le Miz et Maryse. Bien sûr, le Miz et Maryse ont déjà quand même affronté le couple John Cena-Nikki Bella lors de WrestleMania 33 et ils ont aussi affronté le couple Nikki Bella. Ils ont aussi affronté le couple Brie Bella et Daniel Bryan, donc ce serait pas une nouveauté. Donc pour vous, cette rivalité entre le Miz et Edge, une rivalité sur du court terme ou du long terme? Les commentaires sont à vous. Et on va continuer ce fameux tournoi pour élire les challengers numéro 1 au titre de RK-Bro. Nous avons d'un côté Rey Mysterio contre Alpha Academy. Très clairement, le match est expéditif, à quel point que nous avons eu aucun changement du côté des deux équipes. Donc on a commencé avec Dominic Mysterio et Chad Gable, et on finit par Dominic Mysterio et Chad Gable. Donc le match, bon, ok, ça paraît sympa, ce qui est vraiment le cas, sauf que le match, voilà, n'a pas duré très longtemps, parce que très clairement, c'est Chad Gable qui domine à fond le match, mais il a suffi à un moment que Chad Gable soit déconcentré pour permettre à Dominic Mysterio de remporter le match avec un roll-up. Donc grâce au roll-up de Dominic Mysterio, Rey Mysterio avance dans ce tournoi et affronteront donc Street Profits pour obtenir une opportunité au titre de RK-Bro. Mais après ça, on a Riddle qui a fait comme lors du précédent match. D'ailleurs, je vous l'avais pas dit, mais Riddle est allé interviewer AJ Styles, notamment par rapport à sa Discord avec Omos. Et bah là, Riddle, il va interviewer les perdants, donc Alpha Academy, et connaître leur réaction par rapport à cette défaite. Et bah malheureusement, Riddle, il va ressentir cette frustration d'Alpha Academy. Parce qu'en effet, nous avons Otis qui porte un slam sur Riddle. Donc Riddle, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule sur ce coup-là. T'aurais mieux fait de rester à ta place. Et maintenant, on va passer à un nouveau match entre Finn Balor et T-Bar. Franchement, c'est un match que j'ai bien aimé. Après, le match est assez court, mais correct. Mais franchement, je pense qu'on aurait donné 15 minutes à Finn Balor et T-Bar. Je pense qu'on aurait eu un putain de match. Et franchement, WWE, faites-nous revenir Dominic Dijakovic. Arrêtez le T-Bar, c'est énervant. Et le match se termine donc par une victoire de Finn Balor. Mais après cette victoire de Finn Balor, nous avons Austin Theory. Austin Theory d'ailleurs qui, pendant une grande partie de cet épisode de Raw, comme la semaine dernière, était avec Vince McMahon. Donc après ça, Vince McMahon a un petit peu critiqué Austin Theory, donc Austin Theory n'était pas très content, et donc il est allé intervenir, et donc il est allé attaquer Finn Balor et lui faire un petit selfie. Qu'est-ce qu'on va se diriger sur une rivalité entre Finn Balor et Austin Theory? Très clairement, moi je suis partant. Maintenant, on va passer au main event de la soirée, le match pour le titre féminin de Raw entre Becky Lynch et Liv Morgan. Et bien sûr, je tiens à vous rappeler, d'ailleurs WWE nous bien rappelé, qu'il y a de cela quelques années, on a eu le premier main event féminin à Raw, qui était un match de championnat entre Lita et Trish Stratus. Et d'ailleurs, ce premier main event féminin a été remporté par Lita. Donc, plusieurs années après, on se retrouve dans le même cas de figure avec un main event féminin avec Becky Lynch et Liv Morgan. Très clairement, j'ai surkiffé ce match. Parce que c'est vrai que j'avais un peu de crainte par rapport à Liv Morgan. Que je tiens quand même à rappeler que c'est quand même le plus grand match de la carrière de Liv Morgan. Donc on aurait pu avoir une Liv Morgan qui perd ses moyens. Donc quand même, c'est pas tous les jours qu'on a un match de championnat après tant d'années à la WWE. Et franchement, j'étais agréablement surpris de la part de Liv Morgan qui, vraiment, techniquement,
est au même niveau que Becky Lynch. Ce n'est pas juste une catcheuse qui a été présentée comme voilà une catcheuse qui a été mise dans main event comme ça parce que on n'a pas le choix, faut renouveler son roster féminin. Non, très clairement, Liv Morgan a ce qu'il faut pour être une main eventeuse du côté de Raw. D'ailleurs, on voit quand même une Becky Lynch qui est en galère face à Liv Morgan. Et cette dernière est obligée de faire un sale coup. Car en effet, nous avons cette fin de match où Becky Lynch va porter un roll-up sur Liv Morgan. Et elle va regarder si l'arbitre la regarde pour pouvoir céder les cordes. Donc très clairement, Becky Lynch va une nouvelle fois utiliser les cordes pour appuyer sur tomber pour éviter que Liv Morgan ne puisse se dégager. Et cette technique va donc marcher parce que Becky Lynch va remporter le match et ainsi conserver son titre féminin de Raw. Donc on voit très clairement déjà d'un côté il y a volonté de la WWE de préserver Liv Morgan dans la défaite, mais j'espère sincèrement que ce tombé avec tricherie aura une suite dans cette rivalité entre Liv Morgan et Becky Lynch. Parce que très clairement, si on passe à autre chose malgré ce très bon match, ce serait vraiment de la merde. Donc moi, j'aimerais bien avoir, pourquoi pas, et la semaine prochaine, avoir une Liv Morgan qui arrive dans le ring en disant très clairement, écoute Becky, tu t'es foutu de ma gueule en disant que je ne méritais pas mon match de championnat, que ça va être facile pour toi de me battre, mais tu es quand même rabaissé à tricher pour me battre, donc c'est que tu as senti que j'étais capable de te battre et de te prendre ta ceinture. Et après ça, on pourrait avoir une Becky Lynch qui dit ouais mais de toute façon que j'ai triché ou non, tu as perdu, je reste la championne, donc t'as plus rien à faire pour le titre féminin de Raw, donc tu redescends et on va laisser place à d'autres challengers. Donc j'espère sincèrement que on aura ce segment-là lors du prochain épisode de Raw qui va laisser une continuation dans cette rivalité entre Becky Lynch et Liv Morgan qui pourrait continuer, pourquoi pas, lors de Day One. Alors, pour moi, cet épisode de Raw, c'est un très bon épisode de Raw. Et quand même tu te dis quand même que la semaine dernière, on n'avait que 16 minutes de catch du côté de SmackDown, et ces 16 minutes sont passées rien qu'avec le premier match entre Kevin Owens et Big E. Je te dis très clairement, on a eu plus de catch que de blabla du côté de Raw. Donc après, bien sûr, il y a des flops, comme je l'ai dit, notamment avec le match féminin entre Queen Vega et Nikki ASH, ou encore la division tag team de Raw, avec bien sûr peut-être mais il y a aussi la division tag team de Raw qui est en PS total, bien qu'il y ait un enjeu cette fois-ci dans les différents matchs qui est une opportunité au titre de Arkebo, et les matchs restent pareils et c'est assez chiant. Mais on a quand même eu énormément de points positifs déjà, avec un très bon opener entre Big E et Kevin Owens, un très bon match pour le titre de champion des États-Unis entre Robert Wood et Damien Priest, qui est aussi un prochain match, pourquoi pas, entre Damien Priest et Dolph Ziggler, qui peut être extrêmement bon, et surtout un putain de main event féminin qui est excellent, et j'espère sincèrement que WWE va continuer dans la rivalité entre Becky Lynch et Liv Morgan. Donc très clairement, j'ai adoré cet épisode de Raw, et très clairement, du côté de Raw, j'ai beaucoup plus de hype pour Day One que du côté de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font extrêmement plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve ce soir vers 21h, 22h pour un petit live sur Twitch. Parce que oui, je vous rappelle que j'ai quand même ouvert ma chaîne Twitch, mais j'ai pas eu trop d'occasion de faire des petits lives. Donc je vais essayer de faire des lives plus régulièrement. Donc ça va commencer par ce soir. Donc je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch, donc le lien de la chaîne Twitch sera en description bien évidemment. Et donc on se retrouve sur YouTube jeudi pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Catch vie, c'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant de gros bisous et à la prochaine.